Hello les amis et les amis du Ballon Rond, bienvenue dans On se dit tout. Après une émission spéciale Diable Rouge que nous avons vécue au Centre National de Tibise, je suis ravi de vous accueillir dans notre studio et de retrouver Pascal Crooks. C'est la forme, Pascal? En pleine forme malgré le mauvais temps. C'est bien, tu tiens bon? Je tiens bon, pas trop de micro pour le moment, ça va. Pascal, tu vois, j'ai mis les couleurs azzurri de l'équipe nationale italienne. C'était l'occasion ou jamais avec notre invité du jour, Luigi Pieroni. Bonsoir Luigi. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. On est très content de te recevoir, Luigi. Pascal, on a un ancien meilleur buteur du championnat belge que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça date de l'année 2000-2001 au FC Liège, puisque Marc Grosjean et moi, on était à la barre de cette équipe magnifique qu'on avait au FC Liège à l'époque. Luigi a fait une saison extraordinaire en finissant meilleur buteur. C'était vraiment la révélation pour le football belge. Et après, il a fait une carrière de Diable Rouge et international remarquable. Donc c'est vraiment un grand plaisir de le revoir aujourd'hui. Eh bien, on va parler de tout ça, évidemment, dans On se dit tout avec Luigi Pieroni. Je vous propose d'aborder la première partie immédiatement. Luigi, dans cette partie défensive, ça veut dire qu'on regarde en arrière, on va aller fouiller dans tes souvenirs de joueur pro. Et d'abord, remontons vraiment au tout début. La passion du foot chez toi, c'est venu comment ? C'est venu depuis tout petit, depuis que je sais marcher en fait. Puis j'ai mon frère qui a 4 ans de plus que moi, donc qui jouait déjà. Donc c'est un peu facile pour le petit frère d'essayer de faire comme le grand. Et j'ai toujours été mordu depuis tout petit. Mm-hmm. Donc tu parles de Fabrice Pieroni, ton frère qu'on a connu ici dans les divisions régionales, qui était aussi un fameux buteur. Cet instinct de buteur, comment ça se fait qu'il se retrouve comme ça dans la famille ? Ça, je ne sais pas. On l'a développé, je pense, tous les deux. Mais bon, avec la passion, on peut faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, mais dès tout petit, là, ton premier club à Montagnier, tu avais cette passion et cette envie de marquer des buts ? Ah, toujours. Dès que j'ai pu mettre un pied sur le terrain, l'obsession du but a toujours été là. Mm-hmm. Ouais. Et généralement, c'est précieux un buteur dans une équipe. Donc, quand on a un jeune attaquant comme ça qui empile les buts dès le plus jeune âge, on parle d'une saison où tu en as mis 135, c'est possible. Ouais. La première saison, à l'époque, c'était encore les Diablotins, ça s'appelait comme ça. Ah oui. J'en avais mis 135, l'année suivante 115. J'ai passé les 3 ans à Montagnier en dépassant la barre des 100 buts. D'accord. Et je ne suis pas resté longtemps à Montagnier. Fatalement, ça attire les regards des plus grands clubs liégeois. Pascal, c'est pas étonnant que le RFC Liège et puis le Standard s'y soient intéressés. Un vrai neuf qui marque, c'est rare au jour d'aujourd'hui, mais ça a toujours été rare. Et en plus, la capacité de Luigi à avoir quand même pas mal de points positifs. Sa taille, son jeu de tête, son physique important, très très belle frappe de balle. C'est beaucoup d'atouts. Alors après, ça se développe, le côté un peu renard de surface. Et ça devient instinctif finalement. Et là, c'est un don qu'il a eu de pouvoir sentir le bon moment pour mettre la balle au fond. Et parfois, je dis souvent, on me mettrait même avec l'oreille, un but, c'est un but. Et ça, il avait en lui. Ouais, c'est un instinct, l'instinct du buteur. Puis après cette formation au Standard, là de nouveau à départ, et dans l'autre sens, tu retournes à Liège pour vraiment jouer en tant qu'adulte. Oui, mais j'ai eu un bon discours en fin de saison en me disant, en fait, on termine, c'était à l'époque junior UEFA, ça s'appelait. Soit on passait le cap des espoirs, réserve, soit on n'était pas assez fort et on quittait le club. Moi, j'ai eu ce discours-là. On m'a dit, si t'avais joué toute la saison comme le dernier match, on t'aurait gardé. J'ai pas trouvé ça très... T'as senti que la confiance... Non, aucune. Il n'y avait pas de confiance vers toi. Après, je cite pas de nom, mais bon, on me l'a dit clairement, j'étais pas assez fort pour passer en espoir. Et donc là, ça a été un bon choix de partir vers Liège. Le meilleur pour moi, finalement, parce que j'ai directement à 18 ans commencé à jouer avec des adultes. Et la D2 de l'époque, on peut dire que c'était pas... c'était costaud quand même. Ah ouais, un bon écolage qui t'a permis après d'attirer les regards de Moucron. Et là, tu cartonnes ta première saison en D1 et tu marques 28 buts en 30 matchs. C'est ça, en championnat, plus 2 en coupe. Donc voilà. C'était 30 en 32 matchs. Donc ça fait de toi le meilleur buteur 2004, 2003-2004. Il y avait cette complémentarité avec Mbo Mpenza notamment. Ouais, surtout et Christophe Grégoire à gauche. Que je connaissais très bien, et puis Marcin Zevlakov qui était à la pointe de l'attaque au départ, mais qui a
qui a décalé un peu sur le côté pour me laisser de la place. Mhm. Mais avant de signer à Moucron, le Standard était revenu. Il était revenu pour que je signe là-bas, mais j'ai pas voulu. Ah ouais. J'ai préféré aller... L'orgueil, l'honneur. Non, c'est que le projet projet, sportif qui m'avait proposé ne me convenait pas. Mhm. Et j'ai préféré signer à Moucron. Voilà, et après ça, évidemment, 28 buts en 30 matchs, ça attire de nouveau les regards et de plus grandes structures. Et là, il y a un grand monsieur du football français, qu'on va voir à l'image notamment, qui est séduit par ton jeu d'attaquant. Ouais. C'est Giroud. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu peux décrire la relation avec Giroud ? Oh, je peux écrire un livre, je pense, sur lui, mais c'est vraiment une relation... je vais dire père-fils, mais presque grand-père-fils, parce que voilà, il était plutôt jeune, mais une très très belle relation. En fait, c'est un peu la continuité du club de Moucron que j'ai connu, à une autre échelle, mais tout en gardant un petit peu cet esprit un peu, je vais dire, familial, C'est ça. et d'un club, entre guillemets, moyen de Ligue 1, finalement. Il ne faisait pas partie des 4 grands clubs de Ligue 1. Mais ouais, on parle bien d'Auxerre qu'on n'a pas encore cité. Donc à Auxerre, là-bas, et oui, tu retrouves cet entourage familial et vraiment, j'ai entendu des témoignages d'autres joueurs qui ont joué là-bas avec Giroud. Ils disent qu'on a envie de tout donner pour lui. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il paraît un peu rustre comme ça de l'extérieur quand on ne le connaît pas. Ouais, c'est un tyran. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un père pour ses joueurs. Il prenait soin de nous comme jamais. Et puis j'ai vraiment connu ça avec lui. Avec personne d'autre. Ouais. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, qu'il surveillait les joueurs, qu'il regardait les compteurs des voitures le soir pour voir si le joueur était sorti ou pas ? Oui, on avait rendez-vous souvent directement à l'hôtel pour la mise au vert. Ouais. Il s'amusait à mettre des branches d'arbres derrière les pneus, en fait. Pour être sûr que la voiture ne bouge pas. D'accord. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui ont été racontées pendant ce reportage, ce documentaire, je veux dire. Ouais. Elles sont vraies. Elles sont vraies, tout est vrai. Un sacré personnage. Oui. Et puis, quelqu'un qui a l'œil pour découvrir des grands attaquants. Hein. Il y a eu Pascal Cantona, Djibril Cissé aussi à Auxerre. Ouais. Et ce que décrit Luigi, en fait, moi, dans la relation que j'avais avec lui au FC Liège, c'était une relation un petit peu filiale aussi, presque. Puisqu'on allait souvent à la Mare-aux-Joncs courir pour le mettre vraiment dans les meilleures conditions. Et on avait un rapport vraiment très, très, très étroit. Et un attaquant, ça a besoin de confiance, en fait, Stéphane. C'est ça la base de la relation avec le coach, c'est de mettre son neuf en confiance. Quand le neuf est en confiance, on le voit avec les plus grands attaquants, Lukaku, Haaland. Pour le moment, c'est pas trop ça. Et on sent une perte de confiance. Quand le joueur est en confiance, il réussit des choses que même lui ne se sentait pas capable de faire. Et Luigi, il travaillait beaucoup sur le mental. Et les personnes qui ont su aller chercher ça chez lui en ont fait ce qu'il est devenu. Et il est devenu, Pascal, Diable Rouge. Absolument. À cette période-là aussi, en 2004, de 2004 à 2007, 25 sélections et 2 buts. La première sélection, on va regarder ici, on a le premier match, tu remplaces Wesley Song, je pense. Oui, c'est ça. Et un sacré match contre la France. J'ai pas joué beaucoup de minutes, je vais dire. Oui, tu viens du banc. Mais avec les arrêts de jeu d'aujourd'hui, je pense que je joue un peu plus. De ce joueur, un énorme numéro 10, Zidane. C'est pas lui qui marque, mais il fait l'action décisive. Ouais, C'était impressionnant de se retrouver sur le même terrain que Zidane. Surtout que ce soit Zidane, après c'était les arrières centraux de Saïd Thuram, tu rentres là, alors qu'un an auparavant, on est en D2 à Liège. Oui. Ça change un peu les choses, je veux dire. On bascule vraiment dans un autre monde, je veux dire. On va pas développer ta carrière avec tous les transferts dans d'autres clubs français, même si y a du bon monde, hein, Nantes, Lens, etc. Mais on va plutôt parler de ce qui nous concerne ici à Liège. C'est un joueur d'environ 29 ans, presque 30, qui débarque sur les hauteurs du Sartillement. On va l'écouter à l'interview, c'était en 2010. Du positif, ça, c'est ce que je vais essayer d'amener, ça c'est sûr. De l'expérience, je pense que je suis l'un des plus vieux, donc apporter un peu d'expérience et voilà. Après, il y a de très bons jeunes, il y a de très bons gars. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je crois que depuis que j'ai été formé ici, c'est mon rêve qui se réalise en fait. J'ai toujours voulu jouer ici dans le stade avec les supporters exceptionnels et je suis très, très heureux d'être là.
Voilà, ton arrivée au Standard de Liège, enfin, hein, en tant que joueur pro, c'était quelque chose d'inévitable. À un moment, il fallait que tu retrouves ce club. Ben, je le voulais aussi, c'est vrai, parce que finalement, quand on est formé dans un club comme le Standard, qui est le plus grand de Belgique, un des plus grands, je veux dire, tout gamin qui joue au Standard a envie de jouer dans le stade, a envie de jouer pour son club, etc. Maintenant, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais finalement, mais très content d'avoir porté le maillot, oui, ça c'est sûr. Oui, finalement, bon, tu n'étais peut-être pas titulaire indiscutable, il y avait de la concurrence en attaque, mais tu as vécu une saison quand même avec une victoire finale en Coupe de Belgique et puis pratiquement champion, vice-champion à rien du tout. Là, c'est Genk qui vous coiffe au dernier match. Non, mais ça a été vraiment une année avec beaucoup d'émotions, je vais dire, surtout avec Domenico Donofrio, oui. Et on avait vraiment une très très belle équipe. Oui, Mehdi Carcella, Mehdi, Axel, Steven. Voilà, c'est vraiment un super groupe. Après, la concurrence, elle y est dans tous les clubs. Hein. Sur le Standard, Westerlo ou Milan AC, c'est le même. Il faut se battre pour sa place, etc. Après, je suis arrivé, j'avais 29 ans. Moi, j'avais 30 ans, quasi. Je veux dire, voilà, on sait qu'au Standard, à cette époque-là, ça misait beaucoup sur les jeunes, il laissait la place aux jeunes, etc. Ça me posait aucun problème. Et puis voilà, il y avait Christian qui était là, Benteke. Ouais. Puis le dernier jour de transfert, il y a eu 4 arrivées. Il y a eu Mbailey, Alois Nong. Et finalement, pour peu de place, parce que finalement, notre système de jeu joue avec un attaquant. Donc, moi, je ne suis pas l'attaquant que tu peux mettre à gauche ou à droite. Je n'ai pas le profil. Donc, c'est inévitable. Mais une super saison. Et puis les playoffs, on en parle encore maintenant. Je vais dire, on s'est qualifié pour les playoffs 1 de justesse en étant 6e. On a fait une campagne de playoffs extraordinaire. Ouais, vous enchaîniez les victoires, c'est ce qui vous a permis Et aucune défaite. De jouer le titre jusqu'au bout. Oui. Alors, on arrive déjà en accélérant à ta fin de carrière. Là, déjà Ouais. Et une fin de carrière que tu ne décides pas, hein, ça se joue sur des blessures. Ça a été très compliqué. Ça a été des phlébites à répétition. Donc, j'en ai fait 5 en 1 an. Et après la 3e, en France, le médecin du sport m'a dit « change de métier, il faut que tu arrêtes ». Donc, et je devais quitter Arles-Avignon et retourner à Auxerre. Je voulais boucler la boucle, je voulais dire, en France. Et je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, en fait. Mais j'ai dû arrêter à l'aube de mes 33 ans, je vais dire. J'avais 32 ans. Tu restes encore jeune. Oui, et en plus, très difficile parce que tu ne décides pas d'arrêter. Donc, c'est un petit coup quand même. Très bien, messieurs. C'est déjà la 2e partie de l'émission qui s'annonce. Luigi, on a parlé de ta carrière de joueur. Ici, dans cette partie, on va parler du présent, mais avec un petit flashback quand même. C'est ta carrière de coach. Tu as décroché le diplôme UFA en 2017, UFA A, donc coach professionnel. Tu as exercé chez les jeunes, au Standard, puis au RFC Serein avec ce duo avec Christophe Grégoire. Et puis à Casablanca aussi en tant qu'adjoint Marc Wilmots. C'est ça. C'est à l'étranger, on voit un peu autre chose. On joue la Ligue des Champions là-bas. C'est un autre niveau encore, je vais dire. Et au contact d'un entraîneur qui avait déjà un fameux parcours. On peut dire ça. Avec les Diables, notamment. Oui, tout à fait. Parce que ce que j'ai vécu avant d'aller à Casablanca, que ce soit à Serein avec Christophe, ça reste là des amateurs à ce moment-là. Chez les jeunes au Standard, où j'ai entraîné, j'étais adjoint en U21, puis j'ai entraîné, j'ai surtout demandé à pouvoir entraîner les attaquants de plusieurs catégories. Chose que je faisais moi quand j'étais joueur à Auxerre, où je m'entraînais avec Gérald Baticle, à cette époque-là, qui était mon entraîneur. Des entraînements spécifiques qui se fait depuis longtemps en France, je vais dire, et qu'ici, ils ont du mal à mettre ça en place, finalement, parce que je l'ai fait pendant toute une saison. Après, j'ai quitté le club. Je ne suis pas sûr encore aujourd'hui que les attaquants soient bien entraînés, finalement. Et c'est un peu dommage. Je vous propose de passer tout à fait à autre chose avec un reportage. Mais ça vous concerne quand même, puisque Luigi, toi, à une période au Standard, tu as eu une fonction de recruteur pour les équipes de jeunes. Ouais. Pascal, toi, tu officies comme scout pour l'Union belge.
Et donc ici, on va parler de Footsider. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça ne vous dit rien. Eh bien, Footsider, c'est un récent système de détection de jeunes joueurs qui sont là, sans contrat, et qui pourraient séduire certains clubs, certains recruteurs. Alors, c'est né en France, cette société. Elle est même soutenue dans ses actionnaires. Il y a Ronaldinho, le joueur brésilien, donc... Lui, il y croit. Et il y a eu une première journée de détection ici en Belgique. C'était le mois dernier à Flémal et nous y étions. Footsider, c'est une application en fait de matching qui met en relation les joueurs et les clubs. Beaucoup de joueurs n'ont pas forcément de visibilité pour trouver des clubs et en sens inverse aussi, beaucoup de clubs n'arrivent pas forcément à trouver de joueurs. C'est le premier pays hors France justement où on organise un scouting day et on a à peu près une quinzaine de clubs qui sont présents, justement donc des clubs professionnels et des clubs semi-professionnels. L'intérêt, c'est que Footsider présélectionne déjà les joueurs. Donc les joueurs qui sont ici sont des joueurs qui ont un intérêt sportif. Parfois, on va faire 2-3 matchs les week-ends et ne rien trouver. Donc c'est plus facile de venir ici et voir des joueurs qui ont été présélectionnés que de devoir aller dans différents endroits pour aller les trouver. On se laisse guider par le flair. Donc je ne viens pas ici pour chercher un poste particulier, mais un joueur qui ressortirait du lot et qui pourra amener une plus-value. Moi, je cherche toujours le maximum, c'est déjà un test dans un club pro. C'est ce que j'aimerais. On bosse et on voit s'il y a les opportunités ou pas d'avoir les tests. En tout cas, il y a les personnes pour, donc maintenant, c'est à moi de faire le travail. Voilà, Luigi, peut-être d'abord une première réaction par rapport à ce concept où on propose des joueurs pendant une journée, 100 joueurs à disposition des recruteurs. Oui, c'est une bonne chose dans un sens, dans l'autre pas. Moi, je préfère aller voir un joueur qui évolue dans son environnement, en fait, dans son club, où il se sent bien. Là, on met déjà une pression monstre aux joueurs, même avant qu'il commence, en fait. Tu viens, on te regarde, c'était bon, on te prend. Mais mentalement, c'est quelque chose. Mentalement, surtout qu'il n'y a pas qu'un club. Donc, finalement, ça fait le tri sur beaucoup de choses. Donc c'est bien et pas bien, il y a à boire et à manger, je vais dire. Mais... Pascal, ton avis là-dessus, ton œil ? Je suis un peu partagé comme Luigi. Le football est devenu un business. J'ai parfois peur que ce business s'étende, y compris dans ce genre d'organisation. Après, derrière, pour les joueurs qui sont sans contrat, c'est une perche qu'on leur tend. Et c'est vrai que quelque part, pourquoi pas, c'est un peu comme The Voice, finalement. On cherche des chanteurs. Mais vaut mieux pas le faire à l'aveugle, Laura. Mais je veux dire, moi, ce qui me fait parfois peur, c'est l'aspect financier et merchandising un peu sur le dos des gamins. Mais c'est peut-être une solution pour trouver quand même quelqu'un qui s'intéresse à vous. Le scouting en Belgique est quand même un problème en soi parce que les cellules sont pas très professionnelles dans les clubs, à part évidemment Bruges ou Anderlecht par exemple, mais on passe à côté souvent de la montre en or malheureusement. Ok, merci Pascal pour ton avis. On va enchaîner, Luigi, avec un jeu, parce que le foot c'est du jeu, hein, et ici dans On se dit tout, on aime bien de temps en temps un peu jouer dans cette partie du milieu. Pour en savoir plus aussi sur tes goûts footballistiques. D'accord. Alors là, je me suis inspiré d'un quiz avec des hamburgers qui existent sur une autre chaîne. Et voilà, tu vas vite comprendre. J'ai aussi des petits accessoires. La Belgique, l'Italie, 2 pays que tu apprécies. Là, en l'occurrence, ça représente les sélections belges et italiennes. Ouais. Donc on va en fait te donner une phrase et puis là la réponse c'est soit la Belgique, soit l'Italie ou les deux. Okay. Si c'est les deux, tu lèves les 2 drapeaux. Tu vas comprendre tout de suite avec la première phrase. Si je te dis elle compte plus de joueurs qui évoluent à l'étranger que dans son propre championnat, de quelle sélection je parle ? La Belgique, évidemment. La sélection belge compte la dernière, là, au mois de mars, 23 joueurs sur 26 qui évoluaient à l'étranger, donc seulement 3 du championnat belge. Du côté de la nationale, c'était seulement 5 joueurs sur 28 qui évoluent à l'étranger.
Donc bonne réponse Luigi, bravo. C'est bien parti. Pascal, la deuxième. Et là, un sélectionneur né en Italie. Tedesco, peut-être les deux. Ouais. Les deux, oui, tout à Ouais. fait. Très bien. Très bien. Tedesco, Spalletti, Tedesco, le sélectionneur belge, est né en Italie, en Calabre. Et Spalletti aussi. Et Spalletti, né en Italie, du côté de Florence. Très bien, voilà. Pendant un match, elle est capable de perdre le plus de temps. Eh oui, les Azzurri, bien sûr. Hein. C'est une de leurs. Je sais pas si on doit parler de qualité, mais Ah, ça fait partie du package, on va dire. C'est des Un bon filous. joueur. c'est des filous. Caractéristique. Elle peut gagner l'euro, le prochain euro. Les Italiens, c'était peut. tout juste pour la peut qualification. Hein. peuvent tous les deux la gagner. C'est beau, c'est beau. Évidemment. Ça peut être une finale peut-être. Bah, j'ai pas vu encore le calendrier, mais. Elle a eu le meilleur numéro 10. Enfin, mais bon, le meilleur numéro 10 belge et italien aussi, donc les deux. Tu fais référence à qui alors? Enzo Enzo. Schifo Enzo, ouais. et le numéro 10 italien, Baggio. Roberto Baggio. Ouais. Ça, j'ai cru comprendre que c'était une idole pour toi? Ah, ça a été un modèle, je vais dire, même si c'était pas un attaquant, c'est tellement. Il représentait beaucoup de choses finalement en tant que joueur. Un joueur aspirant. Oui, après on me demande souvent de quelle équipe italienne j'étais supporter, mais en fait j'ai été supporter tellement de lui que j'ai été supporter de la Juve, j'ai été supporter Oui, de il est passé l'Inter, de partout, l'AC. Bon, maintenant je suis plus un peu calé, plus AC Milan, mais voilà, je l'ai suivi beaucoup lui. Mhm. Très bon choix, je trouve, Très Pascal. bien. Dernière chose, elle aura un maillot bleu au prochain euro. Ouais, ça demande les deux. Mais oui. Mais oui, puisque les, Ouais. bon, les Italiens c'est traditionnel, mais la Belgique, son maillot extérieur, Extérieur, c'est bleu ciel. c'est bleu ciel. Tintin. Voilà, en Ouais. hommage à Tintin, Pascal, Très bon tu aimes choix. bien? Très bon choix. On a que ça ira bien, mais Pourquoi pas, hein? Mais bien sûr. Moi j'aime bien aussi Tintin. Fier Il de est- son il pays. est journaliste après tout, hein, c'est Bien vrai. sûr. Beau clin d'œil. Très bien. Allez, troisième partie, en avant. L'attaque, Luigi, Oui. bah, ça te concerne hein, avec ton passé d'attaquant. On va placer une interview but. Hein, c'est le bon moment ouais, bah, avec Luigi. Pascal, Très bien. vas-y, première question. Ton but le plus fêté. je pense quand j'étais à Moucron, en plus il était beau, donc c'est ça qui c'était chouette. C'était contre Genk, on gagne 3-2. Mhm. On gagne 3-2, c'était le premier but contre Genk avec Moucron. Et il y avait une bonne ambiance Souvenir. dans le vestiaire aussi après. Il y a toujours eu à Moucron. Toujours. Hein. Là, on avait une belle équipe pour ça, en dehors comme sur le terrain. Ton but gag. Quel but de gag, je n'ai pas de Il but n'y en de a gag. pas eu. Non, un match en Coupe d'Europe où je tacle le ballon, il roule sur le corps du Ah oui. défenseur et puis en taclant, je frappe la balle. Mhm. Mis à part ça, non. C'était avec quel club ça? Avec Auxerre. Ok. Ton but préféré dans l'histoire du foot. Si tu dois. Pas spécialement Sortir, à hein. toi, hein, vraiment. venir là. Celui de Van Basten est beau, la volée croisée, la position du corps aussi. C'est presque Voilà, une œuvre d'art. On peut dire ça, oui, parce que c'est c'est vrai. vraiment des éléments pour marquer un but comme ça. Il faut vraiment rentrer dans tous les paramètres. Luigi, ton plus beau but? Mon plus beau but. Ouais. En plus, pied gauche, ouais. Avec Auxerre contre Bordeaux. Ouais. On gagne 1-0 en plus. Et ton but le plus important. Le plus important, c'était quart de finale de Coupe de France avec Auxerre où je marque à la 118e minute. On jouait contre Boulogne-sur-Mer, le club de Philippe Montagnier, Mhm. à cette époque-là. Oui. Et on jouait au stade Bollard à Lens. Et on perd 1-0 jusqu'à 92e. Et là, je me rappelle encore, c'est le défenseur Grichting qui marque, le Suisse, qui marque Son pour faire camp. 1-1. Et puis on part en prolongation. Et 118, 119e, frappe croisée, but. Ah, c'est de beaux souvenirs. Ah ouais. Extra Luigi. Bon, on va poursuivre dans cette thématique avec notre traditionnel top but sur RTC. On compile un peu les buts qu'on a enregistrés aussi avec notre partenaire DAZN 11 au cours des dernières semaines. Et voici le top 5.
Voilà, Luigi, Ouais. on touche à la fin de cette émission. On est dans les arrêts de jeu. Est-ce qu'au niveau du foot, il y a encore quelques projets pour toi, quelques envies pour le futur? Des envies, oui, je vais dire, il y en a toujours. Hein. Maintenant, il faut voir les projets sportifs qui peuvent être intéressants. Mais Voilà. voilà, pour le moment, c'est très calme, je vais dire. Ouais. Donc, on verra par la suite. Pascal, merci Un bon d'avoir moment été encore, avec hein. nous. Absolument. Luigi, Merci à vous aussi. Hein. avec plaisir. On était très content de te recevoir dans notre studio pour discuter et jouer un petit peu. Je crois qu'on s'est amusé. Et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous vous êtes bien amusés. On se retrouve le mois prochain. Pascal, tu seras là? Déjà au mois de mai. Oui, Oui, dans les dernières émissions de la saison. c'est ça. On ne vous dit pas avec qui, comme d'habitude. Surprise. Portez-vous bien et à bientôt.